Bonjour, c'est Chris Esson. Aujourd'hui, nous allons parler des programmes spatiaux secrets. C'est un sujet qui dérange et beaucoup de personnes dans les milieux ufologiques ont encore du mal à y croire, malgré les preuves qui sortent depuis plus de 20 ans. En mai 2001 a eu lieu une conférence extraordinaire à Washington, organisée par le Dr Stephen Greer et son équipe du Disclosure Project. Une vingtaine de militaires ou personnes du milieu aéronautique ont témoigné de leurs expériences liées au phénomène OVNI. Cette conférence a même été l'élément déclencheur pour le célèbre hacker anglais Gary McKinnon pour s'intéresser au sujet et chercher à pénétrer les serveurs du Pentagone et de la NASA. Il a fini par trouver une liste d'officiers non terrestres. On peut comprendre alors soit des officiers extraterrestres, soit des officiers humains basés en dehors de la Terre, qui disposeraient alors d'engins très avancés. Dans les deux cas, ça signifie qu'on nous cache beaucoup de choses. Dans cette conférence de mai 2001, un témoignage particulièrement important est celui de Mark McCandlish sur l'existence de l'engin ultra-secret à antigravité, le Fluxliner, développé dans les années 1950-1960 et qui m'a servi de point de départ pour comprendre la physique mise en œuvre. Plus près de nous, l'engin triangulaire à antigravité appelé TR-3B est de moins en moins secret aussi. Tout porte à croire que c'est lui qui était au cœur de la vague belge en 1980. Mais revenons à la genèse de ces programmes spatiaux secrets, grâce à un livre extraordinaire sorti en décembre 2015, écrit par William Tompkins, Selected by Extraterrestrials, My Life in the Top Secret World of UFOs, Think Tanks and the Nordic Secretaries. Soit sélectionné par les extraterrestres, ma vie dans le monde top secret des ovnis, des groupes de réflexion et des secrétaires nordiques. Ce livre relate son parcours exceptionnel dans l'industrie aéronautique aux États-Unis depuis la fin des années 40 et les recherches et projets avancés s'appuyant sur des technologies non conventionnelles liées au phénomène OVNI. Son expérience la plus significative se déroule de 1950 à 1963, au sein du plus grand groupe aéronautique de l'époque, la Douglas Aircraft Company, et plus précisément dans un groupe de recherche ultra secret qui s'appelle Advanced Design A250. Il se fait remarquer dès son adolescence car il réalise des maquettes parfaites de la flotte de la Navy, grâce à ses visites régulières sur les bateaux mouillés à Los Angeles et à sa mémoire photographique. Ces maquettes sont exposées dans des magasins sur Hollywood Boulevard et attirent de nombreux visiteurs. Dès 17 ans, il se fait enrôler dans la Navy par l'amiral Rico Botta sur des missions de transfert d'informations top secrètes obtenues par les services de renseignement US sur les travaux des scientifiques allemands du Troisième Reich. Ces informations portent sur des moyens de propulsion non conventionnels et sur l'antigravité en particulier. Écoutons-le dans une interview réalisée fin 2016 par l'équipe du projet Camelot. Can I ask you one thing about these operatives who went into Germany to get this information? We know they were spies from your description, but so they were undercover, so to speak. Yes. And they must have seen the craft with their own eyes as well. Yes. Correct? Yes, absolutely. Okay. So in some cases they were working on the craft even. They actually got on board, got inside. All right. They took photographs inside, stuck them in some place and managed to be part of the package that was delivered to Admiral Kabata. Ce document de la CIA datant de 1953 confirme que les Allemands avaient développé des prototypes opérationnels de soucoupes volantes dès l'hiver 1944-1945. Auparavant, dans la nuit du 24 au 25 février 1942, soit moins de 3 mois après l'attaque de Pearl Harbor, a lieu un autre événement d'importance, désormais connu sous le nom de bataille de Los Angeles. Cette nuit-là, de 20h à 5h du matin, la ville de Los Angeles est survolée par un objet, puis 3, puis 5, puis près de 20 ovnis, passant à faible vitesse, voire même faisant du surplace au-dessus de la ville. La DCA tire près de 1400 obus sur les intrus. Moved slowly down the Pacific coast from Santa Monica and disappeared south of Long Beach. Searchlights closely followed the Arctic down the coast and kept it centered in their track. Shells frequently could be seen
desperately near the object, but none appeared to hit it. The shooting stopped about 3:30 a.m. Ce mémo top secret du 5 mars 1942 adressé par le général Marshall, chef de l'US Army au président Roosevelt, évoque 2 engins abattus et récupérés, le premier en mer par l'US Navy et le second dans les terres par l'US Army. William Tompkins, alors âgé de 18 ans, est lui-même un témoin direct de la scène, un rayon lumineux émis par le premier ovni traversant même son salon. À partir de 1947, ont lieu de très nombreux incidents avec des ovnis près de bases militaires US, dont le célèbre incident de Roswell, où l'US Army pourra récupérer un nouvel objet extraterrestre ainsi que de la technologie, selon les affirmations du colonel Corso dans son livre « Au lendemain de Roswell ». Un autre incident début 1947 concerne l'expédition High Jump de l'amiral Byrd en Antarctique, envoyée avec 13 navires de l'US Navy, 26 avions et près de 5000 hommes, officiellement pour des recherches scientifiques, mais avec pour but réel de trouver d'éventuelles bases nazies. L'expédition tourne court et subit des dégâts importants causés par des engins inconnus. Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Бёрда подошла к берегам Антарктиды. Очень странная экспедиция. В отличие от первых 3, она полностью финансируется военно-морскими силами США и имеет военное название «Операция High Jump» – «Высокий прыжок». В подчинении адмирала Бёрда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более 2 десятков самолетов и вертолетов, около 5000 человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции. 2 декабря 1946 года, перед выходом эскадры в антарктический поход, адмирал Бёрд на встрече с прессой заметил: «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он не сказал ни слова. В конце января 1947 года началась авиаразведка антарктического континента в районе земли Королевы Мод. Все идет по плану. За первые недели сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через 2 месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потерян эсминец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членам чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США адмирал Бёрд заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг в бегство американскую эскадру? Пор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец. Участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайерсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как 2 из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец «Мердок», находившийся от нас в 10 кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими.
кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? L'affaire Adamski se passe à la même période, précisément en 1952. Et l'engin que Georges Adamski a pris en photo est identique aux fameuses soucoupes Onnebu, prétendument développées sous le Troisième Reich, ce qui apporte là encore du crédit à l'histoire de l'amiral Byrd. Tous ces événements font que la compréhension du phénomène OVNI est au cœur des préoccupations du commandement militaire US dans les années 1950. Ceci dans le plus grand secret, et que le maximum doit être fait pour parer à toute attaque d'un ennemi inconnu. C'est dans ce contexte que William Tompkins est recruté dans un groupe de recherche ultra secret, le A250 Advanced Design, à la Douglas Aircraft Company, après ses obligations militaires et de court passage chez Northrop, North American et Lockheed. Au sein de ce groupe A250, son supérieur hiérarchique, Elmer Wheaton, est responsable de l'ingénierie des projets spatiaux et missiles classifiés. Il est assisté de Wolfgang Klemperer, expert technique sur les propulsions non conventionnelles, qui a été professeur à l'Institut d'aérodynamique d'Aix-la-Chapelle, puis ingénieur aéronautique réputé à la tête de la recherche à la société Zeppelin en Allemagne. Wolfgang Klemperer a migré en 1924 aux États-Unis, tout en continuant à travailler pour la société Zeppelin. Chez Douglas Aircraft, il deviendra vice-président de la recherche et du développement. L'objectif du groupe A250 est extrêmement avant-gardiste, car plusieurs années avant que la NASA ne soit créée, William Tompkins y est chargé d'imaginer les vaisseaux nécessaires à la défense et à la conquête du système solaire, pour pouvoir placer une base de 2000 personnes sur la Lune, ou sur Mars, ou avoir des stations spatiales de 600 personnes, voire même disposer de bases sous-marines. Le document technique de référence, leur Bible pour les technologies non conventionnelles, est le document MTM 622, rédigé par son supérieur hiérarchique Wolfgang Klemperer. Ce document MTM 622 comprend 5 parties, dont 4 sont top secrets et encore classifiés à ce jour. Seule la partie 2 sur les possibilités de propulsion utilisant les technologies connues, comme la propulsion nucléaire ou ionique, est non classifiée. And this is important. Even the document that was on Rinse Radio last night, it's a Douglas document that was put together inside the secret think tank at Douglas, where I went to work many years after the Navy. Okay, because I worked for Northrop and other people. But when I got into Douglas, they put me in this secret think tank. So that document is called, it's a big thick thing, and it has the Douglas logo on the front of it, and it's called Unconventional Propulsion Schemes. Okay, and it doesn't have a confidential stamp on it. It doesn't have a secret stamp on it. Everything that we took, I took. I flew in the airplane, in the Admiral's airplane, to Lockheed, to Naval Air Development Center, Warminster, Pennsylvania. I flew to all the top secret facilities. Not one document that was given had classified in any way given to them. Everybody knew it was way above top secret. Yes. No document was stamped. I hear you. Yeah, and I had heard that on one of the other shows. So the idea being that if it wasn't stamped, people wouldn't notice it. They wouldn't make a big deal of it. Yes. It would just pass through hands. If anyone whose eyes caught sight of that document accidentally, they wouldn't see it, Yeah. so to speak. But it's an interesting way to handle the most classified Yes. subject on the planet. Absolutely. Well, actually quite ingenious, really. Dans les années 1950, le sujet de l'antigravité est même abordé dans les journaux avant d'être passé sous silence. Écoutons la déclaration de Stephen Greer à la conférence Congressional Hearing Initiative, qui a eu lieu pendant une semaine à Washington fin avril 2013. Those events led to, as Philip Corso describes, a reverse engineering program. As you all know from the famous Wilbur Smith document of 1951 from Canada, it talks about that flying saucers exist, but there's a high-level team headed up by Dr. Vannevar Bush
that is studying the, quote, modus operandi of these vehicles. These were the most brilliant scientists, Edward Teller, Oppenheimer, and others, Hermann Oberth, amongst others, who were in this team studying how extraterrestrial vehicles move. In October of 1954, a key date I want the committee to remember, we have actionable intelligence from someone who has worked in the National Security Agency and has been in the vault. All of this went deep black because they figured out at that point gravity control. So since 1954, October of that year, we have not needed rockets, jets, internal combustion engines, and surface roadways between cities. Wolfgang Klemperer décède en 1965. En 1982, sa fille Eleanor confie ses archives privées à l'Université du Wyoming. La boîte numéro 6 contient 2 dossiers qui retiennent mon attention. Ils ne contiennent qu'une page chacun. Le dossier sur la gravité contient le calcul de la gravité à l'intérieur d'une planète. Et la seconde page sur les voyages interstellaires reste à décoder. Les objectifs de la Navy sont très au-delà de ce que pourrait envisager l'US Air Force, habituée à des missions courtes, contrairement à la Navy habituée à des missions de très longue durée, en totale autonomie. Le projet s'appelle le projet Nova, et il donnera naissance dans une première phase au projet Apollo et à la fusée Saturne V. Dans sa configuration maximale, la fusée porteuse Nova peut même être 10 fois plus lourde que la fusée Saturne V. La compagnie Douglas Aircraft est au cœur du projet Apollo, la société devant fournir l'un des étages de la fusée. Dès 1961, les responsables du projet Apollo à la NASA, le Dr Carl Debus et le Dr Werner von Braun, se heurtent à des problèmes techniques insolubles. Seul William Tompkins identifie les solutions et les méthodes qui permettront d'obtenir les résultats que l'on connaît. Contre l'avis de sa hiérarchie, il présente seul ses idées aux 2 plus importantes personnes de la NASA, le Dr Carl Debus et le Dr Werner von Braun, qui adhèrent immédiatement à ses propositions. Celles-ci impactent la structure de la fusée, les moyens d'assemblage, de test et de contrôle du lancement, c'est-à-dire tout le projet Apollo. 2 mois après cette présentation en juillet 1962, JFK prononce son célèbre discours. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Son audace lui vaut de se faire virer de la société Douglas Aircraft, et le Dr Carl Debus le fait entrer à North American Aviation, tout en lui donnant un grand nombre de responsabilités dans l'ensemble de l'organigramme du projet Apollo. Il travaillera ensuite pour TRW, Lockheed, American Jet Corporation et General Dynamics. Durant les missions Apollo, il travaille chez TRW, où il peut assister en direct aux échanges entre la NASA et l'équipage, sans aucune censure. Pour la mission Apollo 8, la NASA et TRW ont désormais accès en direct à la vidéo en couleur prise depuis le module de commande où sont les astronautes. Sur la vidéo, alors que le module de commande est en orbite basse, des structures géométriques au sol sont clairement visibles. À l'issue de la dernière orbite autour de la Lune, au moment où le module de commande retrouve le contact radio avec la Terre, il se passe alors ceci.
Apollo 8. Loud and clear. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. That's affirmative. You're the best ones to know. Au moment de l'alunissage de la mission Apollo 11, à nouveau des ovnis sont présents. Neil Armstrong filme ces vaisseaux placés autour d'eux. William Tompkins, présent devant les écrans de TRW, peut en faire un dessin. Neil Armstrong aurait ajouté « The UFOs are watching us, as we are walking on the moon ». Les ovnis nous regardent, pendant que nous marchons sur la Lune. Selon William Tompkins, les astronautes ne sont clairement pas les bienvenus et auraient reçu par radio un message leur disant « Finissez un total de 6 de vos missions Apollo, prenez vos photos, des cailloux, partez à la maison et ne revenez pas. » Les missions s'arrêtent brutalement au 6e alunissage et 400 000 personnes du projet Apollo se retrouvent sans travail. La présence de bases extraterrestres sur la Lune avait déjà été annoncée par Carlo Wolf à la conférence du Disclosure Project en 2001. Regardons cette vidéo filmée par un astronome amateur le 15 septembre 2012, où l'on voit des ovnis sortir du cratère Aristarchus. Mes calculs donnent une vitesse maximale supérieure à 350 km par seconde et une accélération maxi supérieure à 5000 G. Durant toute sa carrière, William Tompkins est assisté de secrétaires aux connaissances surprenantes, doués de télépathie, à la fois pour lire dans ses pensées ou lui envoyer des messages. Suite à la parution de son autobiographie en décembre 2015, William Tompkins prend connaissance du premier livre de Michael Salla sur les programmes spatiaux secrets, paru 2 mois plus tôt. Dans ce livre, Michael Salla révèle la genèse des projets allemands dans les années 1920, avec 2 jeunes femmes médiums, Maria Orsic et son assistante Sigrun, recevant des messages télépathiques. La première écrit des textes en écriture automatique, dans une langue inconnue, tandis que la seconde réalise des dessins. Il s'avère que les textes sont écrits en sumérien ancien, et que les dessins viennent illustrer les textes. Grâce au livre de Michael Salla qui contient une photo de Maria Orsic, William Tompkins découvre quelle est la copie exacte de Jessica, sa secrétaire chez Douglas dans les années 50. Il faudra plusieurs années à William Tompkins pour se convaincre que ses assistantes ne sont pas terriennes, mais envoyées pour l'aider à mener à bien les projets de conquête spatiale. Il appelle ces traces les Nordiques. Le livre de Michael Salla révèle entre autres l'existence du projet secret de la Navy appelé Solar Warden, qui n'est rien d'autre que la réalisation dans les années 80 des projets imaginés par William Tompkins dans les années 50-60. Selon lui, ces Nordiques interviendraient dans le but de lutter contre des civilisations négatives qui cherchent à servir l'humanité. Depuis 2015, les révélations ont continué, avec désormais 7 tomes publiés par Michael Salla sur le sujet, qui détaille la guerre qui se déroule dans la galaxie entre les différentes races, où l'on retrouve des races d'apparence humaine, mais aussi des reptiliens, des gris et bien d'autres encore. Ces projets étaient financés dans le plus grand secret par l'US Air Force et l'US Navy. L'US Air Force collaborant avec des races cherchant à nous asservir, tandis que l'US Navy a développé ces projets en collaboration avec les Nordiques, plus connus aujourd'hui sous l'appellation Fédération Galactique. On peut penser que la création de la Space Force par Trump a contraint ces 2 branches rivales de l'armée américaine à fusionner leurs ressources. Le coût pharaonique de ces projets est estimé à plusieurs trilliards de dollars. Le 10 septembre 2001, Donald Rumsfeld, ministre de la Défense, a été auditionné au Congrès sur le trou de 2300 milliards de dollars dans les finances du Pentagone, avant que tous les enquêteurs ne trouvent la mort le lendemain au Pentagone dans les attentats du 11 septembre. Ce montant atteindrait désormais plus de 6 000 milliards de dollars. On peut citer également les affirmations de Ben Rich, ancien directeur de la branche Lockheed Stunkworks, dédiée au Black Programme chez Lockheed Martin. Le 23 mars 1993, lors d'une conférence à l'école d'ingénierie de l'UCLA,
Il a déclaré: « Nous savons maintenant comment voyager vers les étoiles. Il y a une erreur dans les équations, et nous l'avons résolue. Et nous savons maintenant comment voyager vers les étoiles, et cela ne prendra pas une vie entière pour le faire. Il est temps de mettre fin au secret sur ce sujet, car il ne constitue plus une menace pour la sécurité nationale, et de mettre la technologie à la disposition du secteur privé. Nous avons maintenant la technologie pour amener E.T. à la maison. » Ces projets secrets sont confirmés par de plus en plus de témoins aux États-Unis, comme Michael Ralph, Randy Kramer, Emery Smith, Tony Rodrigue, Chris O'Connor, Rebecca Rose, Mark Domizio ou Corey Goode, même si ce dernier est revenu récemment sur ses affirmations. Et il y a désormais les Français Jean-Charles Moyen et David Rousseau, qui ont aussi fait connaître leur extraordinaire histoire commune en livres et vidéos. L'ensemble de ces événements passés, récents, voire même en préparation, sont expliqués depuis 2019 par la contactée française Elena Danad, dans 3 livres et de nombreuses vidéos. Et ces 3 témoins majeurs français participeront à une conférence exceptionnelle cet été à Tours, avec d'autres conférenciers aux témoignages extraordinaires. L'annonce de cette conférence a suscité un engouement sans précédent, ce qui montre que de plus en plus de monde a dépassé le cap du scepticisme et du déni. Tu trouveras également sur ma chaîne plusieurs autres vidéos consacrées à l'histoire des programmes spatiaux secrets, d'après les livres de Michael Salla, et des explications techniques sur la physique mise en œuvre, inconnue du grand public. D'autres liens utiles sont donnés dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt et souhaite une très bonne conférence à tous ceux qui auront la chance d'être à Tours les 21 et 22 juillet. Bye bye!